La librairie Violette & Co m'a gentiment invitée à lire des extraits de mon livre Autobiographie de l'étranger, qui a été publié le 4 mars 2020 chez Flammarion, juste avant le confinement. Je devais faire une rencontre quelques jours plus tard avec les lecteurs et lectrices de la librairie et évidemment, cet événement a été annulé. Donc c'est depuis mon appartement parisien confiné que je fais cette lecture. Merci à elle pour cette invitation. Autobiographie de l'étranger. Je n'ai jamais compris cette expression de chez soi, se sentir bien chez soi. Je n'ai aucune idée de ce que cela veut dire, et c'est sans doute pour cette raison que j'ai pu immigrer sans difficulté, du moins culturellement, en France. Je n'avais rien à regretter, je ne suis pas nostalgique. Néanmoins, la question de l'étranger et de l'exil me rattrape sans cesse et plus spécifiquement parce que ce pays que j'ai quitté il y a 17 ans, le Canada, revient quand j'écris, non pas pour chanter ses sapins, mais pour questionner ce que j'ai eu à fuir si fort. Cette absence de socle initial, de terre à partir de laquelle j'aurais pu prendre ancrage, explique en partie ma personnalité rougissante. En France, je suis étrangère, mais je suis étrangère où que j'aille, et je n'ai trouvé hélas aucun lieu, ni même aucun être auprès desquels je puisse entrevoir une forme de repos. Or, ce que je découvre en écrivant, c'est qu'il n'y a pas de chez-soi, et comme ce lieu n'existe pas, je traîne une bibliothèque dans laquelle je peux compter sur de vieux amis. La maison, ce lieu utopique, tant espéré, ce sont les livres des autres et peut-être un peu les miens. Je pourrais survivre longtemps avec un bout de papier et un crayon. C'est là où je trouve ma place, dans ce silence bruyant, occupé par des voix familières. J'invite le lecteur à entrer dans ce livre comme dans ma maison, car c'est ici que j'habite, dans une langue qui est la mienne. Septembre 2003. Je fais la queue depuis 4 heures du matin dans le froid et la nuit avec des centaines d'autres gens pour obtenir un titre de séjour temporaire d'1 an, le seul auquel j'ai droit et que je renouvellerai ensuite tous les ans pendant plus de 10 ans. 2004. Dans les préfectures, avec les immigrés, nous sommes du bétail en rang avec notre petit pot rempli d'urine, prête à être analysé. 2005. Dans la salle des pesées de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une infirmière crie mon poids à l'autre bout de la pièce. Elle fait de même pour tous les postulants. 2006, 2007, 2008, 2009. Dans tous les services destinés aux étrangers, on s'adresse à moi avec force et mépris. Partout, j'assiste à des scènes d'une brutalité inouïe. Vous n'avez pas de visa ? Vous ne parlez pas français ? Retournez en Chine. 2011, enceinte. Pour l'obtention de mon 7e titre de séjour temporaire, on exige que je fasse une radiographie des poumons pour un diagnostic obligatoire de tuberculose, malgré les risques que cela représente pour le fœtus. Par peur de ne pas obtenir les papiers, j'obtempère. 2012. Grâce aux relations du père de ma fille, je découvre qu'il existe un coin VIP au 2e étage de la préfecture sur l'île de la Cité. Là, il y a des chaises et une plante verte. On vous appelle par votre nom et votre prénom. Vous n'êtes pas un numéro. J'y croise des journalistes américains et des gens bien habillés. Septembre 2013. À la préfecture pour renouveler mon titre de séjour comme tous les ans, penchée sur son écran d'ordinateur, une dame de l'administration me dévisage. « Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous êtes française ?» J'apprends de cette manière, après des années d'efforts et d'humiliation, que je suis naturalisée par décret, la voie la plus difficile. J'ai donc préparé tout cela pour rien, demandai-je, en tapotant mon dossier. Je ne trouve rien d'autre à dire, de plus enthousiasmant. Vous pouvez partir, déclare-t-elle. Qu'est-ce que vous faites là ? Est la grande question de ma vie. Vous pouvez partir, a longtemps été sa réponse. Je sors de la préfecture, je vais directement au journal officiel qu'est Voltaire et demande le dernier numéro. Aux pages naturalisation, mon nom apparaît, parmi une petite centaine. Si peu de gens en réalité. J'aime ce mot de naturalisation car j'y entends la nature, un retour vers un état de nature et que l'État entendrait. Sur le trottoir d'en face, devant la scène éblouissante de soleil, je tiens le journal en tremblant et relis sans cesse ce petit paragraphe pour mieux m'en imprégner. Je crains que cette nouvelle réalité, si attendue, ne soit un rêve. Je m'attends à ce que l'on m'appelle pour me dire qu'il y a eu une erreur, que les dossiers ont été confondus, mais cela ne se produit pas, le téléphone reste silencieux. Et après de longues minutes, les mots sont toujours imprimés sur la feuille. Alors quelque chose se transforme, je suis devenue autre chose. Tournant mon visage vers le ciel, j'accueille cette nouvelle avec une joie inouïe et terrible. C'est le jour 0. Peu de temps après mon arrivée en France, je me suis exercée à parler à la française. J'ai modifié les sons, le placement de la langue sur les dents, la structure même du langage, pour ne pas être ramenée en permanence à ma condition d'étrangère. Je dormais tous les soirs dans le lit de Procuste, en coupant ce qui dépassait. Quand on repérait mon petit jeu, par une expression ou une tournure masquée dans une syntaxe autre, et que l'on me disait « Mais tu es québécoise ?» Je rougissais. Je n'entendais pas encore ce que, après des années d'errance loin de mon pays, je perçois aujourd'hui dans cette langue natale,
à commencer par la profondeur des siècles et la transmission orale que le français normé ne laisse pas transparaître. Je ne comprends cela que maintenant, alors que désormais je n'arrive plus à faire marche arrière. Certaines expressions québécoises m'échappent, ce qui, chaque fois, me jette dans un grand abattement. Avec l'arrogance de mes 20 ans, je jugeais ma langue pauvre, pas assez soutenue pour la ville de mon élection, alors qu'elle renfermait l'histoire de mon pays, ses chansons de rivière, son héritage de liberté. Ce n'est qu'aujourd'hui, près de 20 ans après mon départ, qu'en la déployant j'entends enfin sa musique, son archive secrète, pour reprendre la belle expression de Dali Giroux. Comme j'avais oublié cette beauté, j'ai tâché de gommer avec des exercices compliqués de diction, le sel même de ma langue maternelle. J'ai adopté un accent parisien, tantôt pointu, tantôt relâché, au contact de ceux que je rencontrais, sans toujours savoir ce que je disais. C'est quoi chambmer? C'est quoi être vénère? Avoir la dalle? Monter dans une caisse? Être flippé? J'employais ces expressions à tort et à travers, comme une enfant répète les mots de ses parents. Au bout de plusieurs années, je suis arrivée à me fondre parfaitement dans cette autre langue, car c'est aussi ce que la République exige. Mais dans ce désir d'intégration, il est difficile de ne pas entendre exactement le contraire, c'est-à-dire ce moment où l'on se désintègre. C'est une opération quasi chimique, comme la dissolution d'une poudre dans l'eau. On me demande souvent si je peux reprendre l'accent québécois. « Et ça, tu appelles ça comment ? Et ceci ?» me demande ma fille, stupéfaite de découvrir une langue enfouie dans l'enfance de sa mère. Les moufles sont des mitaines, les casseroles sont des chaudrons, le dîner est un souper, les chaussures sont des souliers, le pain grillé est une rôtie, le du coup est un faqueux, le pas du tout est un pantoute, le vient est un viens-t'en, le à tout est un à tantôt, le maintenant est un asteur, le seau est une chaudière, la matinée est l'avant-midi, la pelle est le porte-poussière, le coton-tige est le cure-oreille, la télécommande est la manette. Le tu veux est un tu veux-tu, le ou bien est un ou bedon, le tu m'énerve est un tu me gosses, le tu te fous de ma gueule est un tu me niaises et le j'adore est un je capote, avec sa variante extrême, ben raide. On écoute la télévision, on ferme et on ouvre les lumières, on débarque de la voiture et ma fille rit aux éclats en m'écoutant parler car c'est une étrangère qui parle, enfermée dans maman. Cela me fait rire de la voir rire, alors que ce n'est pas spécialement drôle. Mais je suis passée si loin, de l'autre côté, que j'arrive à entrevoir ce que les Français trouvent apparemment hilarant dans cet accent, au point où le plus dramatique des films de Xavier Dolan peut faire pouffer une salle entière. Ces milliers et milliers de mots et de tournures que je m'interdis de prononcer depuis tout ce temps, par peur de déclencher l'incompréhension ou le jugement, me reviennent avec plaisir dès que je me sens autorisée à le faire, dans la confiance de la famille. Je pousse la porte de cette pièce poussiéreuse et je vois les choses avec leurs noms anciens. Et en nommant les mots dans les choses, ils réapparaissent tels que je les ai fréquentés et compris en tant que choses, car c'est mon premier rapport au monde. Il y a un confort à parler cette langue oubliée qui me repose aussi, comme si je portais des chaussons, quelque chose pour la maison, l'intimité absolue. Il n'y a rien d'autre après l'écriture. Il n'y a rien de plus important que cette vie parallèle qui avance avec la vie. Par les livres, je pense couper fil après fil les derniers liens qui me raccrochaient encore à ceux qui m'ont vu naître, et pourtant ce n'est pas exactement cela. Je les coupe et je refais un nœud. J'avais écrit « Neur ». Neur, ce serait un joli titre aussi, un truc à la Hélène Sixou. Je vais faire affluer les images, une à une, les contempler dans l'instant de l'éclair, m'autoriser ce voyage au jardin des 5 sens. Je constate qu'il existe un petit décalage entre l'apparition du souvenir et son écriture. Son énergie première se perd, comme les secondes qui précèdent le grondement du tonnerre. En s'approchant de son désir, la mémoire ne peut pas toujours suivre. Je brûle ici, à mesure que je les déroule, ces instants qui m'éblouirent au début. Et je suis face à ce paradoxe, qu'ils se consument un à leur évocation. Je m'emploie à retrouver leur feu initial, mais ils brûlent la page, le souvenir et mes doigts. Si bien que je suis aux prises, à tout instant de ma vie, avec une douleur très grande, celle de ne pas arriver à transmettre par les outils de l'écriture la perfection des sentiments ressentis pourtant comme tels, si forts, si précisément, dans l'espace enclos des pensées.